Mesdames et messieurs, merci de préférer Espace TV. Bienvenue. Nous recevons aujourd'hui pour vous l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Il est président d'un parti politique, mais il a fait le choix de soutenir le candidat Cheikh Modibo Diarra, donc de la coalition CMD. C'est donc lui notre invité aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci donc de recevoir Espace TV sur vous. C'est un plaisir. Vous êtes de formation, vous êtes expert comptable de renommée internationale. Vous êtes aussi à la tête d'un parti politique. Vous avez été Premier ministre sous IBK, mais vous avez préféré donc soutenir Cheikh Modibo Diarra. Votre décision repose sur quoi exactement? D'abord, mon parti qui s'appelle Le Changement, donc qui prône le changement, Yelema Mbambara, a organisé un congrès il y a 8 mois, au mois de novembre 2017, pour donner un peu les grandes orientations que nous allions prendre à l'occasion des présidentielles de cette année. La résolution la plus importante de ce congrès a été de constater que le changement que nous préconisons pour notre pays, pour qu'on puisse l'obtenir, il est absolument indispensable qu'on soit au pouvoir. Et pour qu'on soit au pouvoir, il est nécessaire qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire, moi je parle du changement, Cheikh Modibo parle du changement, d'autres leaders parlent du changement. Si nous ne nous mettons pas ensemble, nous irons aux élections dispersées, nos chances seront dispersées, et puis bon, nous ne pourrons pas arriver au pouvoir. Le parti a fait ce constat. Et donc le parti nous a instruit, son bureau national et moi-même son président, de chercher à mettre les gens ensemble et à mettre en place une vraie coalition pour le changement depuis le mois de novembre 2017. Et le parti a aussi dit que si ce changement, cette coalition, devait retenir quelqu'un qui n'est pas du parti, le parti soutiendrait quand même la personne. Donc autrement dit, on a balisé le chemin qui nous a amené au choix de Cheikh Modibo Diarra. Après que ce congrès ait eu lieu, nous avons cherché à mettre les gens ensemble. On a tenté 4 mois, on n'y est pas arrivé. Parce qu'en politique, dans nos pays, chacun veut être le chef et il est difficile de mettre les gens ensemble. Et donc on a libéré les uns et les autres en disant, bon, ceux qui veulent se présenter, ils peuvent le faire. C'est pourquoi moi-même, personnellement, j'ai déclaré ma candidature en avril. Et j'ai commencé à mener campagne pendant 1 mois à peu près. Et courant le mois de mai, des organisations de la société civile sont venues me voir pour me dire, ce que vous avez dit à Mopti, c'est la seule solution pour le Mali. Si nous voulons un vrai changement dans notre pays, il faut que les acteurs du changement se mettent ensemble. Et nous, société civile, on est venu vous interpeller et vous dire de le faire. Je leur ai dit, j'ai essayé. Comme vous êtes extérieur à nous, essayez vous aussi. Peut-être vous allez y arriver. Et de fil en aiguille, ils ont rencontré des leaders et puis ils nous ont réunis à 4 pour nous dire, il faut que vous vous mettez ensemble, mais nous vous conseillons de vous mettre ensemble derrière Cheikh Modibo Diarra. Donc l'idée, c'est la société civile. La société civile, en fait, c'est les Maliens. Ils se sont renseignés, ils ont vu que parmi les noms les plus cités, Cheikh Modibo Diarra est peut-être celui qui peut le plus rassembler. Moi, mon handicap pour rassembler, c'est mon âge. Vous savez, en Afrique... Ah oui, vous paraissez un peu plus jeune? Non, je suis plus jeune. 43 ans. Oui, j'ai 43 ans et je suis beaucoup plus jeune que la plupart des leaders d'envergure nationale. Et en Afrique, on ne se met pas derrière plus jeune que soi. C'est un réflexe culturel, quelquefois. Et donc, j'ai compris, moi, depuis longtemps, que je pouvais rassembler difficilement les uns et les autres. Mais par contre, si je voulais réaliser le rassemblement, il me fallait céder et accepter de suivre. Cette société civile était-elle représentative? Elle est assez représentative, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi-même, dans mes démarches, dans mes réflexions et dans mes contacts avec les Maliens, au nord, au sud, à l'extérieur du Mali, cette idée a commencé à faire son chemin. Et quand j'ai soumis cette idée au parti, le parti n'a rien trouvé à redire parce que le parti lui-même avait anticipé la nécessité de l'alliance. Aujourd'hui, nous l'avons réalisé. Nous sommes 3 leaders importants, 2 anciens premiers ministres, 1 ancien ministre, et députés, et anciens députés. Mais nous sommes aussi 5-6 partis politiques qui nous soutiennent, qui sont de moindre envergure, mais qui sont présents sur l'échiquier politique. Et nous avons surtout des centaines d'associations, de mouvements, de personnalités qui accompagnent cette coalition qui a aujourd'hui de bonnes chances
de gagner l'élection présidentielle. C'est ce que nous espérons parce que le changement au Mali, ce sera à ce prix. Mais Cheikh Modibo Diarra, qu'est-ce que l'homme en lui-même représente? Qu'est-ce qu'il a pu démontrer? Parce que quand même il a géré la transition. Est-ce qu'il a pu poser des actes? Est-ce qu'il a des atouts qui fondent? Mais exactement. En fait, Cheikh Modibo Diarra, c'est avant qu'il soit Premier ministre, avant qu'il soit responsable public. Contrairement à beaucoup de nos responsables publics dans nos pays, pas seulement au Mali, lui, sa réputation, sa notoriété, il les a établis avant d'entrer en politique. Il est devenu un navigateur interplanétaire, il est devenu un grand ponte de la NASA, il est devenu le président de Microsoft Afrique et Moyen-Orient. Donc il a occupé le premier président de l'université virtuelle africaine. Il a occupé de hautes responsabilités, reconnues internationalement avant d'exercer un poste politique. La plupart de nos leaders sont faits par la politique. C'est-à-dire on les connaît par la responsabilité publique et souvent s'enrichissent dans la politique. Cheikh, lui, ça a été le contraire. C'est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'avant d'entrer en politique, il a posé des actes pour le pays. Il a aidé des centaines de groupements de femmes à avoir accès au crédit parce qu'il a été aussi président de Ecobank. Il a ouvert une ligne de crédit de garantie pour les groupes de femmes qui ont des difficultés à obtenir des crédits suite au défaut de garantie. Ça fait que des milliers de femmes ont bénéficié de son apport. Il a été dans la formation pointue des jeunes de fort potentiel pour que ceux-ci aient des bourses d'excellence au niveau des bacs dans leur pays, 14 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et chaque année, il regroupait une cinquantaine de jeunes de très haut niveau dans des camps dits d'excellence. Il les formait et puis la plupart de ces jeunes ont fini par avoir de grandes bourses et de faire de grandes études à l'extérieur. 14 pays, 600 jeunes. Et cela sans entrer en politique, c'est remarquable. Il a aussi travaillé sur l'agriculture où il a amené des semences de maïs qui ont des rendements élevés et il a fourni à 200 villages au Mali. 200 villages au Mali, c'est au moins 200 000 personnes parce que dans chaque village, on a au moins 1000 personnes qui ont bénéficié de cette semence et qui cultivent ce maïs aujourd'hui et qui prospèrent. Donc quelqu'un qui pose des actes de ce type, qui profite à des dizaines de milliers ou même à des centaines de milliers de personnes avant d'entrer en politique et d'exercer des responsabilités. S'il exerce des responsabilités, ça va être positif. C'est pourquoi quand il a été Premier ministre, il a posé là aussi des actes que les Maliens n'ont pas oubliés. C'est ce qui a forgé un peu sa réputation et qui fait qu'il est resté dans la tête des Maliens comme quelqu'un de crédible pour diriger le pays. En Afrique, souvent, lorsqu'on est mené à la gestion de la chose publique, après, il y a des soupçons liés un peu à la morale, des soupçons de détournement qui tournent autour. Vous pensez que c'est un candidat aux mains propres? Mais lui, c'est justement sa particularité, c'est qu'il a non seulement les mains propres, mais il le proclame. S'il n'a pas confiance en lui, il ne le dirait pas, surtout dans le cadre d'une compétition assez féroce. Il a les mains propres, il n'a jamais touché à des ressources publiques. Au contraire, il a préservé les ressources publiques et un aspect important de son programme porte sur la lutte contre la corruption, avec des mesures qui sont souvent radicales. Donc lui, c'est vraiment le contraire de la corruption. C'est quelqu'un qui a été élevé à mode anglo-saxon, efficacité, redevabilité, lutte contre la corruption, bonne gouvernance, atteindre des résultats, performance. C'est ce qu'il faut pour notre administration, je crois. Et puis Cheikh Modibo, il a deux côtés que les gens ignorent, qui font que si jamais il gagne l'élection, on va se battre pour ça, ce sera un grand leader. La première chose, c'est qu'il est jaloux des autres pays qui sont en avance sur son pays. Nous avons deux types de dirigeants dans nos pays. Il y a ceux qui veulent que leur pays se rapproche des meilleurs standards internationaux et qui sont toujours insatisfaits. Donc ils travaillent toujours pour tirer leur pays. Et il y a ceux qui se complaisent dans l'à peu près, dans le quotidien, où ils amèneraient un moulin à céréales à des groupements de femmes et qui montreraient ça à la télé. Je pense que c'est cette première catégorie de dirigeants comme Paul Kagame, comme d'autres, qui rêvent de voir l'Afrique au même niveau que le Brésil, que l'Inde, que la Chine, sur une génération, et qui posent des actes importants, de vision,
de réformes structurelles, qui disent la vérité aux populations, qui ne sont pas là pour caresser les populations dans le sens du poil. C'est ce type de dirigeants qu'il faut. Des gens qui veulent vraiment que nos pays avancent à pas de charge et se rapprochent des pays occidentaux et des pays asiatiques. La seconde caractéristique de Cheikh, c'est qu'il a eu le plus haut niveau de maîtrise des sciences et des technologies. Il travaillait à la NASA, travaillait à Microsoft. Mais il est resté le paysan qui, une fois rentré au Mali, va dans son champ à Ségou et va cultiver à la Daba. Il est resté cet homme qui est profondément attaché à sa terre et à sa culture, qui a un bambara de Ségou, un bambara du terroir. Il a des mots en bambara que moi-même j'ai du mal à comprendre. Et donc, il prouve que, comme les Japonais le démontrent tous les jours, qu'on peut être très moderne, très technologie, très instrument de développement, très Internet, mais en même temps être très bambara, être très attaché à sa terre. Je pense que c'est une voie pour le Mali, mais aussi une voie pour l'Afrique. On peut tout à fait maîtriser les nouvelles technologies tout en restant soi-même et fidèle à sa culture et à ses traditions. Le 24 juillet dernier, vous avez dénoncé publiquement quelques imperfections sur le fichier électoral actuel, des imperfections susceptibles donc d'entacher la crédibilité du scrutin s'il se tenait donc sur la base de ce fichier. Mais vos dénonciations reposent sur quelles preuves réellement? Il se trouve qu'un des candidats, le chef de file de l'opposition actuelle, le candidat Soumaïla Cissé, a fait travailler ses informaticiens sur le fichier électoral et ils ont relevé des anomalies. Il y a des anomalies qui peuvent être considérées comme des erreurs factuelles, mais il y a des anomalies qui peuvent avoir des incidences significatives sur le résultat. Parmi ces anomalies, nous avons des bureaux de vote qui peuvent être des bureaux de vote fictifs. Et quand on dit bureau de vote fictif, c'est simplement remplir un papier et le présenter comme le PV, alors qu'il n'y a jamais eu de votant et encore moins de vote. Il y a des électeurs fictifs. Il y a aussi et surtout des électeurs en doublon, en triplon. Je ne sais pas si on peut dire le terme triplon, quadruplon et même quintuplon, c'est-à-dire des électeurs qui sont présents 5 fois sur le fichier électoral avec le même numéro de carte NINA. Ça veut dire que si ce fichier a servi de base à la production des cartes NINA, des cartes d'électeurs, c'est que cet électeur unique qui peut se retrouver avec 5 cartes d'électeurs. Mais lui ne le sachant pas, ceux qui le savent pourront récupérer ces cartes et puis les faire voter. Donc ça veut dire qu'il y a des risques que des situations de ce type interviennent et que ça entache la crédibilité du scrutin. Ce que nous avons dit à la conférence de presse, c'est simplement, nous voulons savoir la vérité. Nous ne sommes ni des vents en guerre, nous ne sommes pas dans une logique de boycotter les élections. Nous voulons que les élections se tiennent. Mais nous voulons que les élections se tiennent bien. Il y a d'autres griefs. On a des taux de retrait de cartes d'électeurs qui sont ridicules à Bamako, mais qui sont extrêmement élevés dans certains endroits où l'État n'est même pas présent. Vous pensez que c'est sciemment fait? Justement, qui a distribué ces cartes et à qui? C'est un point d'interrogation. Je pense qu'il faut que le gouvernement clarifie ces situations et que nous organisons un dialogue de haut niveau avec le Premier ministre et les candidats pour examiner dans le détail ces situations et essayer d'y apporter les réponses appropriées. Sinon, on risque d'avoir des lendemains difficiles après le scrutin. La certification du fichier par l'OIF, la présence d'un huissier du côté de Paris avant l'impression de cartes d'électeurs, tout ça, ça ne vous rassure pas? Parce que pour l'instant, ceux qui ont la gestion de ce fichier n'ont pas du tout validé vos dénonciations. Ils ont dit qu'il n'y a pas de doublon, alors qu'il y a des doublons. Moi, j'ai la preuve qu'il y a des doublons. Et ils disent qu'il n'y a pas de doublons. Qui croire? Moi, je préfère croire la preuve que j'ai sous la main. Ils ont aussi indiqué que le fichier électoral est le seul qui existe, qu'il n'y a pas d'autres fichiers. Le général Sangaré, par exemple, l'a dit. Qu'il a été utilisé pour imprimer les cartes d'électeurs. Bon, si le fichier électoral qui a été mis en ligne, c'est le même qui a été utilisé pour imprimer les cartes d'électeurs, moi, je crains que les cartes d'électeurs soient quelquefois en double ou en triple. Donc, il y a au moins des doutes. La meilleure façon de lever le doute, c'est d'abord le contact de haut niveau avec le Premier ministre et les candidats, et ensuite peut-être des discussions techniques pour essayer de rassurer les uns et les autres. Nous ne demandons qu'à être rassurés, parce que nous voulons aller aux élections, nous estimons que les élections sont souhaitables pour le Mali. Mais si
Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions sur le processus. Un rajout de près de 300 000 électeurs? Près de 300 000 électeurs par rapport au doublon, mais il y a aussi les bureaux de vote fictifs où on a, je pense, au moins autant. En tout et pour tout, le candidat Soumaïla Cissé et ses équipes ont fait ressortir plus d'1 million d'électeurs qui peuvent être potentiellement des électeurs fictifs. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde la chose avec un peu plus d'attention. Vous êtes quand même un soutien de taille auprès de Cheikh Modibo Diarra. Vous avez été nommé Premier ministre le 5 avril 2014. Vous avez quitté vos fonctions 10 mois plus tard, le 8 janvier 2015. Est-ce que c'est à l'issue d'une brouille ou d'une mésentente avec le chef de l'État, Ibeka? C'est aussi simple que ça. Le président m'a appelé, il m'a dit « Je souhaiterais que tu passes la main à ton successeur ». Vous savez, dans une république semi-présidentielle ou présidentielle, le président est l'alpha et l'oméga des institutions. Il nomme le Premier ministre sans consulter qui que ce soit. Il en a nommé beaucoup tout de même, hein? Le 5e est en poste. Il en a nommé beaucoup. Le 5e en 5 ans. C'est beaucoup. Beaucoup. Tous ses prédécesseurs ont utilisé 2 premiers ministres en 5 ans. Peut-être qu'il n'a pas trouvé l'homme idéal. Ou peut-être qu'il n'a pas su choisir l'homme idéal. En tout cas, le constat est malheureux, c'est que 5 premiers ministres, 5 gouvernements, beaucoup de ministres de la justice, de l'intérieur, de l'économie, de la défense, c'est synonyme de rupture dans le fonctionnement de l'État et puis de perte de temps et de déperdition. C'est une réalité. Est-ce que vous vous sentez un peu comptable de la gestion d'Ibeka aujourd'hui? Les actes que j'ai posés, je suis tout à fait comptable. Et les actes que lui, il a posés? Les actes que moi, je n'ai pas posés, je ne peux pas être tenu responsable de ces actes. Nous parlerons de solidarité gouvernementale. Vous savez, la solidarité, j'ai l'habitude de le dire, la peine, elle est individuelle. Quand il s'agit de dire il y a des réalisations dans le bilan, ces réalisations, nous y avons contribué, oui. Il y a des détournements dans le bilan, il y a des malversations dans le bilan, nous n'y avons été associés ni de près ni de loin, je ne vois pas en quoi j'endosserais ces éléments. Mais c'est aux Maliens finalement de décider. Est-ce que vous regrettez d'avoir travaillé à ses côtés? Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir servi l'État. Avant de travailler aux côtés d'Ibeka, c'est servir l'État. Pour un homme politique comme moi, jeune, qui est au début d'une carrière politique, avoir la chance de servir comme ministre et Premier ministre, c'est un privilège, c'est une chance. Et à un moment où la situation est très difficile. Donc moi, j'ai beaucoup mûri dans ces responsabilités. J'ai commis sans doute des erreurs, mais j'ai aussi beaucoup de motifs de fierté. Je ne regrette nullement d'avoir été ni ministre, ni Premier ministre. Alors, quelques acquis au compte d'Ibeka qui sont contestés par ses opposants. Je ne sais pas si vous feriez la même contestation. C'est sous son leadership qu'il y a eu les accords d'Alger, les assises du Nord. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi quand même à apporter les solutions qu'il faut au conflit que le Mali connaît, savoir le conflit sécuritaire? Regardez la situation du Mali aujourd'hui. Quand on regarde la situation du Mali aujourd'hui, le bilan du président est un échec. Il faut le reconnaître, même si moi j'ai participé au bilan, c'est un échec. Le président, quand il est arrivé au pouvoir en septembre 2013, l'insécurité était confinée au nord. Il y avait des problèmes aux alentours de certaines villes, mais le pays était globalement pacifié. Aujourd'hui, non seulement l'insécurité s'est généralisée au nord, mais a commencé à se déteindre sur le centre, et voire même sur le sud, parce que nous avons des parties de la région de Ségou et même la région de Koulikoro qui sont touchées par l'insécurité. Donc, insécurité, échec. Le président, il a promis de rendre aux Maliens leur fierté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que les Maliens sont plus fiers qu'hier? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a au moins autant de motifs de honte qu'en 2013, au moins autant. Donc, globalement, la situation du pays est une situation qui est, on va dire, alarmante. C'est pourquoi nous professons le changement, le vrai changement. On ne veut pas remplacer Ibeka par Y, on veut amener une équipe, des idées, des procédures, des procédés, des façons de faire et un état d'esprit de rupture, de changement, de compétences, de performance dans l'administration, de l'administration au service des usagers, de lutte contre la corruption, évidemment, autant de choses qui ne sont pas suffisamment perceptibles aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, que ses opposants, ses adversaires politiques font dans la surenchère lorsqu'ils dénoncent des scandales financiers? La meilleure manière de démontrer que les adversaires sont dans le faux, c'est de transmettre le dossier à la justice et de demander à la justice de juger le dossier. Je pense que c'est la meilleure manière. Toute autre attitude ne peut être que susceptible d'être interprétée et souvent interprétée négativement. C'est quoi cette coalition des bâtisseurs? Est-ce qu'il y a une sorte de coalition pour que l'on comprenne que vous voulez de tout le monde sauf d'Ibeka? Mais non, moi je ne suis pas dans la coalition des bâtisseurs. La coalition des bâtisseurs à l'origine, en fait, c'était un regroupement pour mutualiser nos forces le jour du vote. Par exemple, on aura à mettre des délégués dans 23 000 bureaux de vote. Tout le monde n'est pas présent sur tout le territoire. Donc on peut se répartir le territoire et dire vous vous occupez ainsi de suite. Parler d'une même voix, participer aux réunions ensemble. C'était plutôt mettre en commun les moyens. Après, l'appétit est venu en mangeant. Et les bâtisseurs sont devenus de plus en plus ambitieux au point de vouloir choisir un seul candidat. Ce que moi je pensais qui n'était pas possible. Le deuxième tour forcément, mais le premier tour non. La preuve, la plupart des membres des bâtisseurs sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle. Donc l'histoire m'a donné raison. Mais les bâtisseurs, en fait, c'est une tentative de regroupement sur les mêmes bases que la première tentative qu'on avait engagée en décembre dernier et qu'on n'a pas pu mener à bien en mars. C'est à peu près le même processus, mais ça n'a pas abouti parce que, comme j'ai dit au Mali, accepter de se ranger les uns derrière les autres, c'est très compliqué. Est-ce que vous êtes optimiste quant à votre victoire au lendemain du 29? Moi, je suis un optimiste impénitent. Je n'entre pas dans un combat en acceptant par avance une défaite. J'entre dans un combat en étant sûr de la victoire et en battant. Moi, tous les matins, je suis à mes bureaux à 6 h du matin et à 9 h, je sors pour aller sur le terrain. Je ne reviens au bureau que 20 h. Je suis dans les marchés, dans les ateliers, dans les bureaux. Partout où les Maliens se trouvent, dans les grains, discuter avec les jeunes, les convaincre que Cheikh Mourou Diarra est le meilleur candidat parce que c'est le meilleur candidat. Ce n'est pas parce que c'est mon candidat, mais c'est vraiment le meilleur candidat. C'est lui qui peut sortir le pays des difficultés. Face à un président qui a autant de moyens, on voit un peu comment la campagne se passe. Énormément. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a engagé autant de ressources dans une élection que le président de la République actuelle. C'est vrai. Mais j'ai foi aux hommes. J'ai foi aux hommes et je suis persuadé que les hommes, au moment fatidique, sauront faire le bon choix. Ne regarderont pas les moyens qu'ils ont obtenus, le sac de riz ou de sucre qu'ils ont obtenu, mais regarderont l'intérêt du pays. Et je pense que si la plupart des électeurs le faisaient, Cheikh Mourou Diarra serait en tête de l'élection. Mais nous allons nous battre pour les convaincre de le faire et faire en sorte que Cheikh Mourou Diarra soit élu. Parce que lui, élu, je pense que le pays sera en paix, réconcilié, uni. Et lui, le pays sera dans l'application de l'accord de paix sans fioriture, sans faux fuyants. Lui, le pays sera en position de prospérité économique fondée sur l'agriculture et l'élevage et la pêche qui sont les vraies forces de notre pays. Et évidemment, l'éducation pour faire en sorte que les jeunes Maliens aient les bagages nécessaires pour s'imposer à l'extérieur. Parce que la bataille pour l'emploi, c'est une bataille régionale aujourd'hui, ce n'est pas national et encore moins local. Moi, j'estime qu'il peut redresser notre pays et puis il peut le faire remonter la pente. Mais c'est aux électeurs de décider. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci cher ami. Et ma téléspectateurs, ça a donc fini pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine avec un autre leader.